Bon, la Coupe du Monde, c'est fini, et déjà ça me fait réaliser combien le temps passe vite. J'ai l'impression que les vidéos sur l'Euro, c'était il y a 6 mois, mais non, ça fait déjà 2 ans. Bref, après la Coupe du Monde, on va pas parler de foot, non, il y en a qui font déjà ça bien mieux que moi, mais j'avais quand même envie de mentionner un autre sujet qui m'intéresse beaucoup et qui est, comme les drapeaux, relativement peu évoqué sur le YouTube francophone, les hymnes nationaux. Franchement, pendant les matchs internationaux, c'est un moment que je manque jamais. C'est vraiment génial comme concept. Une musique représentative d'une nation, de son peuple, de sa culture. Souvent des morceaux très simples, mais chargés d'émotions. J'adore. Et du coup, pour pas faire une vidéo de 3 heures où on les classe tous, on va se contenter de faire un top 20. Mais enfin, t'as pas pu écouter tous les hymnes du monde? Si, j'ai tout écouté, et d'ailleurs c'était une très chouette expérience que je vous invite à reproduire, mais avant de commencer le classement, j'ai envie de mettre quelques règles en place. Règle numéro 1, comme le but de la manœuvre c'est quand même de vous faire découvrir des trucs que vous connaissiez pas, on va pas parler ici de ceux qui sont à mon avis les 5 hymnes les plus connus. Exit donc la Marseillaise, Fratelli d'Italia, God Save the King, The Star Spangled Banner, et l'hymne russe dont le nom est juste hymne russe ou Grim Rossii. D'ailleurs, dans la même logique et pour des besoins de neutralité, étant moi-même un patriote géorgien qui aime beaucoup son hymne, on exite aussi la Tavisu Pleba. Règle numéro 2, encore là, pour des besoins de neutralité et pour loger tout le monde à la même enseigne, on va pas prendre en considération ni les paroles ni les histoires de certains hymnes. Certes, je pourrais, mais comme c'est compliqué de trouver les traductions pour certains hymnes ou des informations sur leur histoire, on les comptera pour personne. Spoiler, mais du coup on parlera pas de l'hymne sénégalais malgré ses paroles incroyables. Le lion rouge a rugi, le dente de la brousse, de bon s'était lancé, dissipa les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Ni de l'hymne algérien, écrit par un poète indépendantiste en prison littéralement avec son sang, ou encore l'hymne mexicain dont l'auteur voulait pas écrire d'hymne national, mais du coup sa femme l'a enfermé dans une pièce pleine de drapeaux et avec des autres éléments patriotiques pour l'y forcer. Bref, on se concentre uniquement sur la musique et ce qu'elle procure. Règle numéro 3, pas de contraintes géographiques. Certaines zones seront donc malheureusement plus représentées que d'autres, mais c'est comme ça. Pour finir, règle numéro 4, la plus importante, c'est subjectif. Je mens pas, j'ai trouvé presque aucun hymne moche. Ils m'ont presque tous plu, tous les hymnes sont très beaux, et pour vous dire, j'ai fait une première shortlist avec 60 hymnes, ça a donc été un enfer de les départager, puis de les classer, donc s'il n'y a pas l'hymne de votre pays ou celui de votre pays d'origine, vous fâchez pas, ça veut pas dire qu'il est moche, ça veut juste dire que c'est pas un de mes 20 hymnes préférés à moi, et moi, je suis personne. D'ailleurs, je vais aussi essayer de rester complètement objectif et d'ignorer les liens que j'ai à certains pays. Par exemple, sur cette chaîne, j'ai mentionné plusieurs fois combien j'aime le Kazakhstan. J'y vais très souvent, pays magnifique, bonne bouffe, tout ce que vous voulez. Mais spoiler, son hymne n'est pas dans le top 20. Tout comme le Bangladesh, où j'ai vécu très longtemps, où j'ai relancé cette chaîne, dont j'ai carrément fait une vidéo attitrée et donc j'y suis très attaché. Mais non, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et pour finir avec la subjectivité, chaque hymne est bien évidemment disponible en des dizaines de versions différentes, instrumentales, piano, juste les paroles, etc. Mais du coup, j'ai choisi de vous partager les versions qui me plaisent le plus, parce que oui, non seulement j'ai écouté tous les hymnes, mais aussi dans des versions différentes. Et bien évidemment, c'est frustrant, mais on ne pourra pas les écouter en entier, sinon cette vidéo durerait 1 heure. Mais si un hymne vous plaît, libre à vous d'aller l'écouter en entier après la vidéo. Et il me semble que la sélection sera pas trop mal niveau découverte, déjà parce que je suis trop un hipster, t'as vu, mais aussi parce que j'ai compté, et sur les 20, il y en a que 4 que vous avez potentiellement entendu à la Coupe du Monde. Déjà c'est pas beaucoup, et en plus c'est des qu'on n'a pas entendu souvent. Aussi, avant de commencer, pour se mettre en jambe, quelques petites friandises pour briller en société.
L'hymne le plus vieux toujours utilisé, c'est le Wilhelmus, l'hymne néerlandais écrit au XVIe siècle, alors que l'hymne le plus récent, c'est l'hymne syrien, adopté en 2025, mais officiellement celui-là il est que temporaire, donc on peut aussi compter l'hymne nigérien, Nigeria Wealthy, adopté en 2024. L'hymne le plus long, c'est l'hymne grec, l'hymne à la liberté avec 158 mesures, mais celui-là il est presque jamais joué en entier, donc là on peut aussi compter l'hymne uruguayen, qui a aussi un nom très inspiré, hymne national de l'Uruguay, avec 105 mesures. Alors que de l'autre côté, l'hymne le plus court, c'est l'hymne ougandais, O Uganda Land of Beauty, avec 8 mesures seulement, soit 150 de moins que l'hymne grec. On a aussi la Marcha Real, l'hymne espagnol qui fait 16 mesures, mais qui n'a pas de paroles. D'ailleurs, 16 mesures, c'est dans la moyenne pour un hymne national. Donc ça montre bien combien 158 et 105, c'est long. Il y a aussi l'hymne de Saint-Marin qui n'a pas de paroles non plus, mais là où pour l'Espagne la raison est politique, pour Saint-Marin, ils avaient juste la flemme d'en écrire. Bref, après cette intro à rallonge, commençons avec le numéro 20. On commence avec un hymne qu'on a entendu à la Coupe du Monde. Celui-là, c'est pas le plus original ni le plus bouleversant, il est même assez classique à mon goût, mais il reprend tellement bien les codes de l'hymne national qu'il les utilise presque parfaitement. Si je devais inventer un hymne de fiction pour un film, je ferais probablement quelque chose qui ressemble à ça. Bref, assez de suspense, écoutons Mautanī, l'hymne national de l'Irak. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. Il a été adopté en 2004, suite à la chute de Saddam Hussein, écrit par le poète palestinien Ibrahim Toukan. Il a d'ailleurs également été utilisé comme hymne par les révolutionnaires palestiniens à une époque, et sur une composition du Libanais Mohamed Flaifel. Comment c'est devenu l'hymne de l'Irak s'il a été écrit par un Palestinien et composé par un Libanais ? C'est Paul Bremer, l'Américain qui a administré l'Irak après la guerre, qui l'a choisi. Comme je disais, j'ai choisi aucun hymne pour son histoire, mais celle-là je la trouve marrante, donc on la mentionne. Bref. Numéro 19. Je sais que je vais pas me faire que des copains avec cette take, mais j'ai beaucoup de mal avec la langue portugaise. C'est les goûts, les couleurs, machin, mais personnellement je trouve ça vraiment pas très beau. Je sais, on n'analyse pas le sens des paroles, mais la façon dont ça sonne, ça joue quand même, et du coup il y a 9 pays qui partaient avec un beau désavantage. Mais malgré ça, il y en a un qui a réussi à me toucher, celui de la Guinée-Bissau. Cego lustedor esperança, esta é a terra dos nossos avós, fruto das nossas mãos, da flor do nosso sangue, esta é a nossa pátria amada. J'aime bien, c'est posé, c'est doux, mais c'est quand même motivant, bravo les gars. Il a été adopté en 1974, peu après l'indépendance du pays, et d'ailleurs étant donné que la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, 2 colonies portugaises, ont combattu ensemble pour leur indépendance et qui pensaient s'unir en une nation, cet hymne était également celui du Cap-Vert jusqu'en 1996. Donc oui, pendant 22 ans, 2 pays ont eu le même hymne. Les paroles ont été écrites par le poète et révolutionnaire Amilcar Cabral et la musique a été composée par le musicien chinois Xiao He. Encore un compositeur étranger, parce que les révolutionnaires bissau-guinéens étaient très proches des idées du communisme, ce qui se voit encore dans certains symboles du pays, et donc Cabral a fait appel à un compositeur de musique chinoise communiste qu'il appréciait pour son hymne. Ça se ressent pas spécialement dans le résultat final, mais c'est assez classe comme histoire aussi. Et vous feriez appel à quel compositeur si vous pouvez choisir n'importe qui pour composer votre hymne ? Numéro 18. Là, on passe vraiment d'une extrême à l'autre parce qu'on vient de parler d'un hymne avec un potentiel désavantage et là, on va parler d'un hymne potentiellement très avantagé puisque c'est celui d'un pays qui me fascine profondément. Je pense que ça s'est vu dans ma dernière vidéo. J'ai promis d'être subjectif au maximum et je vous jure, je fais de mon mieux. Et sur ce coup-là, je peux pas forcément le garantir, mais les gars, l'hymne de la Mongolie...
pas moins de l'hymne d'un tel pays. Il a été adopté en 1950, composé par les musiciens Damdin Suren Bilegin et Mordrij Gluvlanjblin, j'ai très mal dit, et les paroles viennent du linguiste Damdin Suren Tsendin. Donc là, on a un hymne à 100% local, et si vous avez vu ma dernière vidéo, la date vous a peut-être fait un peu tiquer, et oui, cet hymne a été composé à l'époque où la Mongolie était communiste. Mais vous inquiétez pas, ils ont retiré toutes les paroles en rapport avec leur ancienne idéologie, ce qui correspondait quand même à un tiers de l'hymne, c'est beaucoup, et ils ont changé quand en fait? Ils ont changé en 2006, 14 ans après la chute du bloc de l'Est. Et étant donné que la Mongolie a participé pour la première fois à des éliminatoires de Coupe du Monde pour la compétition de 2002, voici une petite liste de pays qui ont eu la chance d'entendre un hymne à la gloire de Staline et de Lénine en 2001. Merci la Mongolie. Numéro 17. On vient de parler d'un hymne assez épique, avant lequel on a parlé d'un hymne assez doux. Et si je vous disais que j'en ai trouvé un qui était les deux à la fois, voici Djabouti, l'hymne de Djibouti, et oui, c'est bien fait. Il a été adopté en 1977 avec les paroles du poète Aden Elmi et la musique de Abdi Roblet, là aussi un hymne 100% local, ou presque, parce que, surprenamment, alors que les langues officiellement parlées à Djibouti sont le français et l'arabe, le djabouti est écrit en Somalie. D'ailleurs, Djabouti, ça veut dire Djibouti en Somalie. Mais pourquoi écrire un hymne dans une langue qui n'est pas officielle ? Tout simplement parce que la majorité des habitants de Djibouti sont ethniquement somalis et donc ils ont décidé de représenter ce fait en écrivant leur hymne dans cette langue. Et ce, même si tout le monde ne la parlait pas. Oui, parlait parce qu'aujourd'hui, le somali est considéré comme la langue maternelle de près de 60% de la population de Djibouti. Mais bref, là on s'égare du sujet. Numéro 16. Bon, partons dans un autre registre. Les hymnes qu'on a vus jusque-là sont très chouettes, mais un peu neutres. Je veux dire par là qu'on pourrait les faire passer pour les hymnes d'autres pays et ça serait crédible. Attention, c'est pas une critique, hein. Faire ressortir l'identité culturelle locale en faisant en sorte que l'hymne fasse quand même hymne, c'est très dur et beaucoup s'y sont cassés les dents. Mais il y a un pays qui a très bien réussi ce tour de force. Écoutons Sayon Tunga Pulka ou Les Sans Fleurs, l'hymne népalais. Sayuthunga Pulka हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली Sayuthunga Pulka हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली. Il a été adopté en 2007 quand le Népal est passé d'un royaume à une république composée par le célèbre musicien Amber Gurung et avec les paroles de Byakul Maila, un des 1272 participants au concours pour écrire cet hymne. Pour être sélectionné parmi 1272, il faut vraiment faire une masterclass. D'ailleurs, cet hymne est mondialement connu pour ses paroles pacifiques, ce qui est rare. En général, les paroles des hymnes sont très très violentes. On y reviendra, mais regardez la Marseillaise par exemple. Et il a été élu 3e plus bel hymne par la BBC. Mais malheureusement, c'est le seul hymne sur lequel on est d'accord. J'en ai aucun autre de leur top 10. Mais pour la culture, le numéro 2 de la BBC, c'est l'hymne du Myanmar, que personnellement je mettrais plutôt dans la catégorie de ceux qui ont raté le pari de faire un hymne marqué culturellement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote dans l'anecdote, je suis actuellement en train d'écrire cette vidéo au Myanmar. Bref, le numéro 1 de la BBC, c'est l'hymne russe. Voilà. Mais bon, retour à mon top à moi. Numéro 15. Autant pour le portugais, c'était une hot take de dire que je trouvais pas la langue jolie, autant il y a une langue où on est tous d'accord sur le fait que c'est pas très beau, le néerlandais. Et pourtant, écoutez l'hymne du Suriname, dont je vous ferai même pas l'affront d'essayer de prononcer le titre.
plus, là, même si l'identité culturelle n'est pas super forte, on sent quand même vraiment la vibe pays tropical et tranquille. Il a été adopté en 1959, soit 16 ans avant l'indépendance du pays, oui, composé par le musicien Johannes Nicolas Hellstone et avec les paroles de Cornelis Atzes Hoekstra et Henri Franz de Ziel, pardon pour la prononciation. C'était à la base même pas un hymne, mais une chanson de catéchisme du 19e siècle qu'ils ont aimé et un peu customisé pour en faire un hymne national. Numéro 14. Si je vous montre cette image, vous avez probablement la musique du Roi Lion qui vous vient à l'esprit, mais évidemment, ça, c'est pas un hymne national. Vous imaginez donc que l'hymne de cet endroit sera forcément décevant, après vous avoir fait penser au film de votre enfance. Ben non. Mugu Ibariki Africa, l'hymne tanzanien, fonctionne parfaitement avec l'image qu'on a du pays et ne déçoit pas. Il a été adopté en 1961, à l'indépendance du pays, mais là aussi c'est un chant religieux avant d'être un hymne. D'ailleurs, son nom veut littéralement dire « Dieu bénisse l'Afrique ». Composé par Enoch Sontonga, un prêtre sud-africain qui est mort 56 ans avant que sa chanson devienne un hymne. Après, les paroles ont été revisitées un peu, donc on ne peut pas les lui attribuer à 100%, mais quand même. D'ailleurs, cette mélodie est surnommée « Mélodie la plus célèbre d'Afrique » car elle a également inspiré les hymnes de la Zambie, de la Namibie et de l'Afrique du Sud qui ont tous failli être dans ce top et du coup, j'aurais pas eu l'air con, moi. Numéro 13. Bon, on a introduit les hymnes marqués culturellement avec le Népal, mais si je vous disais qu'il y en a un qui fait encore mieux dans la même région, et vous me direz sûrement... pas grand-chose, personne regarde mes vidéos, mais voici quand même Sri Lanka Mata. Sri Lanka Mata, Apa Sri Lanka, Namo 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 Mata, Sundara Sivarini, Surani Ati Il a été adopté en 1961, écrit et composé par Ananda Samarkund, qui est considéré comme un des pères de la musique singalaise moderne, la langue parlée au Sri Lanka. Et c'est quand même très stylé, c'est un peu comme si Johnny avait composé l'hymne français. Après, malheureusement, en voyant combien son œuvre a été politisée et impliquée dans les tensions ethniques et politiques de son pays, Ananda Samarkund finira par sauter la vie en 1962, un an après avoir composé cet hymne qui résonne encore en sa mémoire. Ouais. Mais pour finir sur une note un peu plus positive ou au moins marrante, dès l'adoption de l'hymne, les autorités locales ont modifié la première phrase pour ajouter une syllabe, passant de 5 à 6, parce que apparemment au Sri Lanka 5 ça porte malheur. Mais heureusement, en 1993, l'œuvre originale a été réofficialisée. Numéro 12. Un truc que je suppose qu'on aime tous dans les hymnes nationaux, c'est les envolées lyriques. Vous savez, ces passages pleins d'émotion et d'intensité, aux armes, citoyens, etc. Ces moments qui nous font crier devant la télé, qui mettent des frissons et qui font pleurer les joueurs. Et ben du coup, imaginez un hymne tout en envolées lyriques. Ben en fait non, pas besoin de l'imaginer. Voici l'hymne ukrainien. Il a été adopté comme hymne national en 1992, mais il a été écrit 130 ans plus tôt, en 1862, par le poète patriote ukrainien Pavlo Choubinsky, et dont la musique a été composée par Mikhailo Verbinski, un prêtre encore une fois.
Il a d'ailleurs également inspiré l'hymne polonais, car polonais et ukrainien sont deux peuples très proches et ayant un passé commun sous l'Empire russe et l'URSS. On peut aussi noter que c'est le premier hymne à avoir été chanté dans l'espace en 1997 par l'astronaute Leonid Kadeniuk. C'est quand même stylé ça. Allez, numéro 11. Ok, revenons-en sur les hymnes un peu moins marqués identitairement, avec un hymne un peu plus classique mais qui me plaît vraiment beaucoup. Celui-là, vous allez voir, il a vraiment un côté musique de film. Ou non, mieux, on dirait vraiment l'opening d'un jeu vidéo. Vous allez voir ce que je veux dire. Écoutons Forge from the Love of Liberty, l'hymne national de Trinidad et Tobago. Il a été adopté en 1962, au jour même de l'indépendance, écrit et composé par Patrick Stanislaus Castagne, un artiste et diplomate trinidadien représentant de son île à Londres. Mais à la base, il n'a pas vraiment été écrit comme hymne pour Trinidad et Tobago, mais pour la Fédération des Indes occidentales, un État qui regroupait la plupart des anciennes colonies britanniques dans les Caraïbes et qui a existé, mais sous la tutelle de l'Empire britannique, donc il utilisait l'hymne britannique, jusqu'à la proposition de Castagne qui est arrivée avant l'indépendance, mais l'indépendance est finalement arrivée séparément. Sinon, oui, les Indes occidentales existent toujours en cricket, où ils ont une équipe nationale, mais honnêtement, le cricket, qui s'en fout? Numéro 10. On a parlé de beaucoup d'hymnes épiques, avec une identité culturelle qui fonctionne et autres, mais on n'a pas encore parlé d'un hymne qui sonne réellement majestueux. Eh bien, c'est maintenant, écoutons Tien Quan Cha, l'hymne vietnamien. Il a été adopté en 1945, mais seulement pour le nord du pays, parce que oui, à une époque, le Vietnam était divisé en deux comme la Corée, mais il est devenu l'hymne de tout le pays après la guerre. Oui, la guerre du Vietnam, oui. Il a été écrit et composé par le poète Van Chao, qui a fait ça à 21 ans. Voilà, ouais, ça fait relativiser. Moi, je sais pas exactement ce que je faisais à 21 ans, mais c'est sûr que j'étais pas en train d'écrire des hymnes nationaux. Et on a mentionné comment les hymnes avaient très souvent des paroles violentes, celui-là particulièrement, à tel point qu'ils ont dû en modifier une partie avant de l'officialiser. Ces paroles parlent de combat, de guerre, et tout alors que l'auteur s'est jamais battu. Pourtant, il avait envie de le faire, et il aurait pu, vu l'époque à laquelle il a vécu, mais le gouvernement vietnamien a toujours refusé de l'envoyer au front, car il le jugeait beaucoup trop talentueux pour mourir au combat. Ouais, je vois ce qu'ils veulent dire, mais en vrai, c'est pas très sympa pour ceux qu'ils envoyaient se battre. Allez, numéro 9. Restons dans les hymnes majestueux avec un hymne, encore une fois, relativement classique, mais qui fait lui aussi tout ce qu'il faut comme il faut. Écoutons ça. Je vais encore une fois pas vous faire l'affront d'essayer de le prononcer. L'hymne irlandais. Adopté en 1926 avec des paroles de Peter Kearney et sur une composition de son pote Patrick Heaney, il a d'abord été écrit en anglais, mais au vu des tensions avec les Britanniques à l'époque, ils ont décidé de le traduire en gaélique. C'est là aussi un hymne assez violent et profondément indépendantiste, ce qui pourrait causer quelques petits soucis en cas de collaboration avec l'Irlande du Nord britannique. Et malheureusement, cette collaboration existe en rugby, où les deux États jouent ensemble sous un autre drapeau et donc avec un autre hymne bien plus gentil et en anglais.
Numéro 8. Finissons avec les hymnes majestueux et ajoutons un adjectif qu'on n'a paradoxalement pas trop utilisé encore, beau. Le premier hymne de la liste où ça pourrait vraiment être juste un morceau de musique classique et que ça passerait très bien. Écoutons Mila Rodino, l'hymne bulgare. Il a été officiellement adopté en 1908, mais utilisé depuis 1886, écrit par les poètes Nicolas Zhikov et Ivan Vazov. Et quand je parle de morceaux de musique classique, c'est pas une blague, parce que le compositeur, Alexander Kochmar, s'est réellement inspiré de l'opéra allemand pour composer cet hymne. Et malgré la douceur de sa mélodie, il a lui aussi des paroles très violentes, s'ouvrant notamment en parlant d'une rivière qui coule, jusque-là ça va, mais il continue en disant qu'elle coule teintée de sang, le sang des combattants de la liberté. Ouais, sympa. Numéro 7. Revenons-en aux hymnes avec une grande identité culturelle et essayez d'imaginer à quoi pourrait ressembler l'hymne national d'un petit archipel d'îles paradisiaques dans le Pacifique. Eh ben, écoutons Samoa Tula'i, l'hymne national des îles Samoa. Officiellement adopté en 1962 à l'indépendance du pays, mais utilisé depuis 1948, depuis que le territoire a un statut plus ou moins autonome. Il a été écrit et composé par Saoni Liga Kuresa, encore un homme d'église et figure nationale de son pays pour son service culturel, dont fait notamment partie cet hymne. J'ai pas spécialement trouvé beaucoup d'autres informations ou de fun facts à propos de cet hymne. J'imagine qu'il n'y a pas des anecdotes pour tous, mais en tout cas c'est vraiment chouette de voir combien un pays, aussi petit soit-il, arrive à maintenir une identité propre dans son hymne. Allez, numéro 6. Ça y est, on va reparler d'un hymne qu'on a entendu à la Coupe du Monde et on est de retour chez les hymnes qui pourraient vraiment passer pour des morceaux de musique classique. Écoutons Gde domov mój, l'hymne tchèque. Et pour celui-là, avant d'aller plus loin, on a besoin de parler un petit peu d'histoire. Je vous promets, ça sera pas long et on en reparlera plus en détail au moment venu, mais vous avez sûrement entendu parler de la Tchécoslovaquie, un pays qui était composé des actuelles Tchéquie et Slovaquie. Non, vous inquiétez pas, il n'y avait pas de piège dans le nom. Et la Tchécoslovaquie, comme tous les pays, elle avait un hymne national. Mais du coup, quand le pays se divise en 1993, ça fait deux pays. Pourtant, il n'y a qu'un hymne national. Donc, ils ont pris l'hymne national, ils l'ont simplement coupé en deux. La Tchéquie a pris la première moitié et la Slovaquie la deuxième moitié, qui est au passage très chouette aussi. Du coup, séparé, il a été adopté en 1993, mais en 1918 dans sa version complète. Écrit par Josef Kaitan Til, un acteur tchèque qu'il avait à la base écrit pour une pièce de théâtre patriotique, et composé par František Škrup, un pionnier du mouvement de renaissance culturelle tchèque, un mouvement ayant eu pour but de faire renaître une identité nationale à ce peuple après des siècles d'occupation autrichienne. Bref, un hymne chargé d'histoire, c'est certes pas ça qui m'a fait le sélectionner, mais ça vaut le coup de le mentionner. Numéro 5.
On continue avec les hymnes qui pourraient être des morceaux de musique classique ou même des pièces d'opéra. Et je vais spoiler un peu, mais en général, ces hymnes viennent surtout des pays d'Europe centrale et de l'Est. Pourtant, si je vous disais qu'on en retrouve un aussi en Afrique et qui transmet parfaitement l'idée qu'on peut se faire de ce pays, un petit royaume qui fait partie des plus stables et développés du continent, potentiellement le pays réel le plus proche du Wakanda même si en vrai la réalité reste quand même loin de la fiction, eh ben écoutons l'hymne de l'Eswatini, dont encore une fois je vais pas essayer de prononcer le nom. Adopté en 1968, au jour même de l'indépendance, écrit par Andreas Enoch Faniana Simelan, qui est un homme d'église et qui est ni plus ni moins que celui qui a traduit la Bible en Siswati, la langue locale, et ce sur une composition de David Kenneth Rycroft, un Sud-Africain passionné de musique classique anglaise, ce qui explique un peu cette mélodie, et qui a vraiment fait les choses bien. Il a beau pas être natif du pays, il en a fait tout le tour, rencontrant des musiciens, artistes, chanteurs de toutes les régions afin de créer une composition qui leur correspond vraiment à tous, un vrai travail de passionné. Et même si la majorité des hymnes parlent en général de leur terre, de leur peuple ou de leur Dieu, cet hymne est le seul encore utilisé aujourd'hui à faire l'apologie de la monarchie absolue et de la famille royale du pays. Ça, c'est pas banal. Numéro 4. Restons dans la même région, et jusqu'à maintenant, on a utilisé beaucoup d'adjectifs dans cette vidéo. On a parlé d'épique, de majestueux, d'identitaire, mais il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé, mignon. Pourtant, il y a un hymne qui l'est vraiment. Un hymne qui correspond parfaitement à ce pays magnifique et qui semble assez calme, tranquille et confortable. Quand beaucoup d'hymnes disent « on est les meilleurs, faut pas chercher la bagarre avec nous », eh ben celui-là, il semble juste dire « il est beau notre pays, viens le voir ». Écoutons Facileno Larona, l'hymne botswanais. Adopté en 1966, là encore au jour même de l'indépendance, écrit et composé par le docteur Kalemang Tumediso Motsetse, un des fondateurs du BPP, le parti qui obtiendra l'indépendance. Il a été écrit pendant que ce dernier faisait un tour des pays d'Afrique de l'Ouest fraîchement indépendants, ce qui l'a bien inspiré. Et au-delà de son air assez original et que personnellement j'aime beaucoup, c'est peut-être même mon hymne préféré à titre purement personnel, il a une règle un peu marrante qui l'entoure. Au pays, quand l'hymne est joué, tout citoyen qui l'entend doit immédiatement arrêter ce qu'il fait et se tenir droit jusqu'à la dernière note, quoi qu'il soit en train de faire. Ça doit quand même donner quelques situations bien insolites quand même. Oui, j'ai dit que cet hymne était peut-être mon préféré, mais il y a quand même un trio que je devais objectivement mettre devant, et vous allez voir, c'est du lourd. Commençons par le numéro 3. Un autre hymne que vous avez pu entendre à la Coupe du Monde, qui lui aussi pourrait être un morceau de musique classique qu'on pourrait presque s'attendre à entendre dans une cathédrale, écoutons l'hymne bosnien. Adopté en 1999, d'abord par le Conseil de l'ONU en charge de la Bosnie, avant que ce choix soit validé par le premier gouvernement bosnien en 2001. Il a été composé par Dusan Stetic et écrit par personne, parce que l'hymne bosnien n'a pas de paroles. Et oui, je vous avais caché qu'il y en avait un troisième dans ce cas. Et là, c'est parce que, étant donné l'histoire du pays, mais aussi ses divisions ethniques et religieuses, pour éviter de froisser qui que ce soit, ils ont choisi un hymne sans paroles.
Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en 2008, une équipe composée notamment du compositeur original mais aussi d'autres experts et représentants communautaires s'est formée pour écrire un hymne prônant l'unité et le rêve d'un futur radieux, tout en évitant d'appuyer sur les divisions ethniques et tensions locales. Mais ils n'ont jamais reçu le paiement qui leur était dû et donc ils n'ont jamais publié le résultat. Les Balkans, numéro 2. Un autre hymne que vous avez entendu à la Coupe du Monde, que je suppose ceux qui s'y connaissent en hymnes nationaux s'attendaient peut-être à voir à la première place, parce que oui, il est très populaire, à tel point que je voulais aussi ne pas le compter. Mais après, honnêtement, je pense que la hype autour de ce pays joue beaucoup à le populariser. Mais bon, même moi qui suis pas vraiment ce qu'on appelle un bandeur du Japon, je pense qu'il faut qu'on parle du Kimigayo. Il a été adopté en 1880 et est en réalité un poème vieux de plus de 1000 ans dont l'auteur est inconnu. Et ce, sur une composition du musicien japonais Hiromori Hayashi et de Franz Eckert, un compositeur de fanfares militaires allemand. On a parlé plus tôt des records des hymnes, et celui-là c'est le deuxième le plus court. Et on peut aussi noter qu'il y a quelques controverses autour de cet hymne parce que, entre 1880 et aujourd'hui, le Japon a connu quelques heures sombres et a fait pas mal de choses pas très jojo si on peut dire. Le tout sans changer d'hymne. Et du coup, pour certains, oui, c'est toujours l'hymne du Japon impérial. Après, honnêtement, c'est pas le seul truc qu'ils ont gardé comme si de rien n'était après la guerre, donc bon. Bref, un hymne très connu et très apprécié, mais pour moi, il y en a quand même un au-dessus. Numéro 1. Franchement, dès que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, j'avais une certitude, que j'allais placer l'hymne du Botswana. Et j'avais une presque certitude, c'est que cet hymne-là serait premier. Et en restant le plus objectif possible, parce que oui, j'ai pas spécialement de lien avec ce pays, donc j'ai pas spécialement de biais, j'ai trouvé aucun hymne plus beau. Un hymne qui pourrait être de la musique classique, mais qui reprend aussi tout ce dont on a parlé. Toutes les cases cochées par les 19 précédents hymnes, il les a. Il est doux, mais il reste épique et majestueux, il a des envolées lyriques et tout, il est même un peu mignon, et d'un certain sens, il a même une identité culturelle marquée, puisqu'il vient d'un pays réputé pour sa musique classique, et le tout en faisant toujours hymne national. Bref, assez de suspense, écoutons Hymnus, l'hymne hongrois, et pour cette fois, en entier.
Hymne officiel des indépendantistes hongrois en 1848, il faudra pourtant attendre 1889 et la chute du régime communiste pour qu'il devienne officiellement l'hymne du pays. Il a été écrit dans les années 1820 par Ferenc Kölcsey, une grande figure de la littérature hongroise, sur une musique de Ferenc Erkel, qui est connu comme le père de l'opéra hongrois, rien que ça. Et ils lui ont volontairement donné ce ton émotionnel, mélancolique et dramatique, ces paroles faisant carrément la liste de tous les événements subis par le peuple hongrois, des invasions mongoles aux guerres civiles, en finissant par dire que le peuple hongrois a assez souffert et qu'il est temps d'aller vers un futur meilleur. C'est assez touchant, mais même sans ça, il reste magnifique et mérite clairement sa place de numéro 1. Je veux dire, il a carrément une fête nationale dédiée en Hongrie, c'est dire. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou à parler de vos hymnes préférés s'ils ne sont pas dans la vidéo. Voire même, n'hésitez pas à me faire votre propre classement si vous êtes déter. Allez, c'était Saibot, prenez soin de vous et à dans moins de 4 ans. Das ist ein drittes Country